Bonjour et bon début d'après-midi, très chers compatriotes. Bienvenue sur CT News dans cette nouvelle édition. Hier, je vous annonçais qu'on aura avec nous la journaliste spécialiste des questions des Grands Lacs, Michaela Rong, journaliste britannique, elle qui suit également de très près la situation dans le Nord Kivu, mais surtout qui a écrit des livres pour nous présenter ce qu'est Paul Kagame, Rwanda assassin, sans frontières. On l'aura avec nous dans un instant, juste les temps d'annoncer. On va parler des menaces qui ont été proférées par le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, on doit les dire comme ça, à l'encontre des Kagame. Si Kagame ne retire pas ses troupes, l'aide qui a été prévue pour injecter dans les budgets du Rwanda sera définitivement suspendue. Elle va nous en dire plus au cours de cette session d'actualité. On parlera également de ces dossiers des demandeurs d'asile qui a été finalement annulé par les nouveaux gouvernements britanniques. Est-ce que nous tendons vers une rupture définitive des relations diplomatiques ou des relations bilatérales entre le Rwanda et la Grande-Bretagne? Les partis travaillistes semblent prendre ses distances avec Paul Kagame depuis qu'ils sont là. On en parle avec elle. Je m'en vais directement la prendre. Et je vous prie de partager, liker et abonnez-vous afin que des milliers de Congolais soient avec nous. Madame Michaela Rong, bonjour et bienvenue sur Chancela Chala News. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie et merci également à vous de votre disponibilité. Nous savons que ces derniers temps, vous êtes très, très occupé avec des conférences que vous animez et votre livre que vous avez récemment publié sur Mobutu, l'intitulé, pouvez donner aux abonnés et puis les références pour acheter. C'est la chute du léopard en français. Il y avait un titre anglais, In the Footsteps of Mr. Kurtz, mais maintenant c'est traduit en français. Ok. La chute des léopards, comment on peut s'en procurer sur Amazon ou? Oui, si vous avez accès à Amazon, on peut le trouver là-bas. La maison d'édition s'appelle Max Milo et eux aussi, ils ont un site web où on peut commander le livre là-dessus. Voilà, pour ceux qui veulent s'en procurer, voilà, les livres, la chute du léopard. En tout cas, je vais retrouver des références et je vais continuer à vous les donner après. Madame Michaela Rong, je rappelle que vous êtes journaliste, mais également spécialiste ou experte en question des Grands Lacs. Vous suivez de très près depuis plusieurs années la question sécuritaire, pas seulement au Congo, au Ouganda et au Rwanda également, depuis l'époque du maréchal Mobutu. Vous avez pour cela écrit plusieurs livres, notamment celui que vous venez d'énumérer. Alors, actuellement, ça fait un peu plus de 4 jours désormais que l'armée rwandaise a envahi la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Après plusieurs tentatives, ils ont commencé par prendre des villages, par prendre des localités et ils ont atterri désormais à Goma où un carnage a été organisé par cette armée. Alors la RDC qui compte notamment militairement pour en venir à bout l'armée rwandaise, mais la RDC donne plus d'importance à la question diplomatique ou aux moyens diplomatiques. L'Angleterre fait partie des pays dont la RDC a évoqué pour demander des sanctions à l'égard de Paul Kagame. Quelle est votre lecture de la situation sécuritaire globalement avant que nous puissions rentrer dans les détails, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu actuellement? Bon, comme beaucoup de Congolais, j'imagine, moi je crains fort qu'on voit que le M23 est en train d'approcher maintenant Bukavu au sud. Moi, selon ce qu'on m'a dit, il y a des forces rwandaises, de l'armée rwandaise, qui sont assemblées du côté rwandais à Tchangogu, de l'autre côté de la rivière Ruzizi. Et je pense, je crains qu'on pourrait avoir le même type d'opération militaire à Bukavu qu'on a déjà vu à Goma, c'est-à-dire qu'il y a les forces rwandaises qui entrent dans le pays d'un côté et de l'autre côté, le mouvement 23 qui approche. Et en même temps, il faut parler aussi du fait qu'il y a des troupes congolais qui ont fui Goma à cause de toutes les batailles là-bas. Ils se trouvent là, dans la région, dans les banlieues de Bukavu. Et aussi, on m'a dit qu'il y a toutes les troupes du Burundi qui font partie des Peacekeeping Forces qui se trouvent près de l'aéroport de Kavumu, l'aéroport de Bukavu. Alors, on n'a rien entendu vraiment sur le terrain,
mais je pense qu'on risque vraiment de voir un affrontement là-bas. Parce que c'est évident qu'un mouvement rebelle qui a saisi Goma, où il y a l'aéroport, où il y a un lien très important, une route très importante entre le Congo et le Rwanda, c'est évident qu'ils vont vouloir aussi saisir Bukavu. Voilà, la menace pèse sur Goma. Cette menace est prise sur Bukavu, j'allais dire, est prise en considération par les autorités. Et le président a d'ailleurs annoncé que la riposte est en cours et ça va arriver. Alors, rentrons dans les vifs du sujet. L'Angleterre qui prévoit de suspendre prochainement, peut-être de manière définitive, si Kagame n'échange pas son attitude. Le ministre des Affaires étrangères de votre pays a menacé, si on doit le dire comme ça, selon des termes qui ont été repris par la porte-parole du gouvernement rwandais, le ministre a menacé Kigali de retirer ses troupes de tous les territoires congolais de partout. Sinon, l'aide qui a été prévue pour cette année, l'aide humanitaire au profit du Rwanda ne sera pas donnée et sera définitivement suspendue. Déjà, vous confirmez cette information et qu'est-ce qui explique cette attitude du ministre des Affaires étrangères de votre pays? Oui, on sait deux choses. On sait qu'il y a eu un coup de téléphone entre David Lammy, notre ministre des Affaires étrangères, et il a parlé avec Kagame personnellement et il a dit, écoutez, vous risquez une suspension généralisée, internationale, globale, qui pourrait couper au moins $1 milliard de soutien financier au Rwanda. Mais on sait aussi qu'après, hier, il y a eu une déclaration des ministres des Affaires étrangères formelle disant qu'on condamne ce qui se passe, que le Rwanda il faut se retirer et disant qu'il y a une possibilité que si cette situation continue, le Royaume-Uni, parmi des autres, pourrait couper son soutien financier au Rwanda. Il faut dire que depuis très longtemps, depuis le génocide de 94, l'Angleterre, le Royaume-Uni a été un donateur de fonds très important pour le Rwanda. Actuellement, les soutiens qu'il donne, ça a été beaucoup diminué Okay. dans les dernières deux ans. Alors maintenant, ça vaut seulement 30 millions de livres anglais, ça serait 35 millions de dollars. Alors, ce n'est pas un gros montant, mais je pense au niveau symbolique, ça serait très important. Et aussi, il faut dire que le Rwanda est toujours un pays qui dépend de façon assez sérieuse sur ses donateurs de fonds pour assurer les services, la santé, l'éducation, parce que le gouvernement au Rwanda compte dépendre son propre argent sur les actions militaires. Alors, je pense comme geste, c'est important. Ça reste toujours à ce moment une possibilité. Et je pense que vu ce qui se passe sur le terrain, vraiment, on a besoin pas seulement de déclarations, on a besoin de voir des gestes, on a besoin de voir quelque chose un peu plus musclé, et pas seulement à partir du Royaume-Uni, mais aussi de l'Union européenne et aussi des États-Unis. Justement, là, vous avez complètement raison et d'insister parce que des déclarations, on en a entendu assez depuis plusieurs moments. Il y a que des déclarations. Maintenant, il est temps d'agir. Alors, vous parlez que des aides qui sont données au Rwanda sont au fil de ces dernières années diminuées ou baissées, alors que c'était beaucoup plus des années dans les passés. Qu'est-ce qui explique déjà la diminution de cette aide et surtout pourquoi il n'y a pas eu ces genres même des déclarations ou des menaces à l'égard du Rwanda quand il y avait des conservateurs qui étaient au pouvoir? Bon, il faut dire que les conservateurs, c'était une partie politique qui aimait pas trop dépendre beaucoup d'argent à l'étranger. C'est pas sa vision politique. Et à un certain moment, ils avaient annoncé une diminution généralisée
de l'argent qui est dépensé sur le développement à l'étranger. Alors, ce n'était pas seulement le Rwanda, c'était l'Éthiopie, c'était l'Ouganda, c'était le Ghana, c'était le Nigeria, l'Inde, tous ces pays-là. Alors, ce n'était pas seulement le Rwanda. Mais il faut dire que le Rwanda a toujours bénéficié d'une relation spéciale avec, même avec ce gouvernement des conservateurs, parce qu'à un certain moment, ils ont accepté l'idée d'accepter les demandeurs d'asile qui ont été refusés ou qu'on ne veut pas accepter ici en Angleterre. Au Royaume-Uni. Alors, ce projet a été très, très important pendant plusieurs années, parce que malgré le fait qu'à la fin, on a envoyé que 4 personnes, pendant plusieurs années, on était en train de débattre ce projet, si c'était légal, si c'était acceptable. Et il y avait tout un procès au tribunal. Et pendant ce temps-là, parce que le gouvernement britannique comptait sur le Rwanda d'accepter ces dizaines, on parlait de 10 000, peut-être 10 000 personnes chaque année, on comptait sur le Kigali de les accepter. Alors, il n'y avait pas un mot qui venait du gouvernement ici au sujet du M23. On ne disait rien. Et pour les diplomates britanniques, ils étaient parfaitement au courant de ce qui se passait au Congo, le soutien que le Rwanda donnait au mouvement 23, toutes les préparations qu'on a vues pendant 3 ans, le terrain qui tombait dans les mains du mouvement 23, mais on ne disait rien au niveau public parce qu'on comptait vraiment sur ce projet pour les demandeurs d'asile. Alors, nous, on a eu des élections l'année dernière. Les conservateurs, on les a rejetés d'une façon assez dramatique. Les travaillistes, maintenant, Labour sont au pouvoir. Et eux, la première chose qu'ils ont fait, le premier jour, ils ont annulé le projet des demandeurs d'asile. Ils ont dit qu'on trouve ça que c'est révoltant, moralement, c'est inacceptable. On n'est pas d'accord. Et ils ont annulé le projet. Et après cela, quand même, ils voulaient avoir une relation amicale, normale, quoi, avec le gouvernement de Kigali. Mais il faut dire qu'on a vu petit à petit des expressions, des sentiments, ils ont changé à Londres. Et on a vu que c'était une relation très différente et beaucoup plus critique à l'égard des actions du président Paul Kagame. On va revenir sur la question des demandeurs d'asile un peu plus bas, mais vous expliquez que le Rwanda a toujours bénéficié d'un traitement des faveurs, si on doit le dire comme ça, auprès du gouvernement britannique sortant, et que le Rwanda est toujours bénéficiaire des aides de manière permanente. Comment expliquer que selon Financial Times, qui est un des magazines de chez vous là-bas, l'année dernière, le Rwanda a gagné plus d'1,1 milliard$ à travers des coltans et cobalt exportés à partir des Roubayas qu'ils occupent dans les territoires des Massissi au Nord Kivu. Comment expliquer qu'un pays qui prétend être exportateur de coltan ou de cobalt soit aussi, je dirais, mendiant au point de survivre que grâce aux aides humanitaires? Oh, c'est une bonne question, mais il faut dire que ce trafic, dont tout le monde est au courant que ça a lieu, on sait bien qu'il y a ce trafic énorme de coltan et d'or en plus, et de tin aussi. Mais vu qu'il y a beaucoup de ces produits, ces ressources qui ne sont pas déclarées, qui officiellement on ne sait pas d'où il vient. Il y a un manque de transparence, je pense, du début jusqu'à la fin. Et ça veut dire qu'on continue une conversation à l'étranger qui n'est pas basée sur la réalité. Et
si on regarde les chiffres pour le Rwanda, les statistiques économiques, le Rwanda, on voit que c'est un des pays plus pauvres en Afrique, qu'il y a un niveau de malnutrition très élevé, qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire, que l'électricité n'est pas répandue dans tout le pays. Et à cause de toutes ces raisons, c'est pour cela qu'un pays comme l'Angleterre va se dire, oh, OK, on va avoir on va avoir cette relation, cette coopération avec les Rwandais. C'est pas le seul pays. Mais je pense que ce projet pour les demandeurs d'asile, ça a été vraiment absolument l'essentiel de la relation entre le Royaume-Uni et Kigali pendant plusieurs années. Alors aujourd'hui, en tout cas, si on peut essayer de bien comprendre, les faits pour le gouvernement conservateur de donner toutes ces sommes-là à maintes reprises et de ne pas vérifier où est-ce que Kigali canalise ces sommes, parce que vous décrivez ici que c'est pour des aides de santé, de l'éducation, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des illettrés là-bas, qui ne savent même pas lire, qui sont dans la malnutrition aiguë. Ça veut dire qu'en clair, l'argent n'est pas orienté vers le motif pour lequel l'argent est sorti. Alors, devons-nous qualifier à ces stades des conservateurs comme étant des complices des Kagame? Parce que quand vous donnez, quand même, sachant que vous allez donner étape après étape, vous devez vérifier si la première étape a servi et la première étape a servi à quoi avant de continuer à financer. Le fait de ne pas vérifier, on peut dire que les conservateurs étaient des complices de Kigali ou comment? Moi, je dirais pas le contraire parce que depuis plusieurs années que j'ai donné des interviews aux médias britanniques pour dire vraiment il faut que ça cesse. On sait par exemple qu'il y a toujours eu une relation très étroite entre Andrew Mitchell, qui était le ministre du Développement au Royaume-Uni, et Kagame, Paul Kagame et Emmanuel Ndahiro, le chef des forces des renseignements au Rwanda. À un certain moment, il ne l'est plus. Et il m'avait dit une fois qu'il considérait Emmanuel Ndahiro comme un ami personnel. Alors, ce sont vraiment des relations très étroites, des amitiés même. Et c'était pas une bonne chose. Et je pense on voyait pas, c'était des ministres britanniques qui voulaient pas regarder de près la situation au Congo et comprendre que leur soutien pour le gouvernement du Rwanda avait des effets vraiment très pénibles pour le Congo. Vraiment, ils n'ont pas regardé de près la situation. Merci pour ces éclaircissements-là. Alors, avant de rentrer dans la question justement de demandeurs d'asile, qu'est-ce qui justifie ces changements d'attitude? Comme vous l'avez dit, les conservateurs n'avaient jamais mentionné le Rwanda lors des déclarations. Ils ne faisaient aucun suivi et ne voulaient pas savoir que leur soutien au Rwanda portait préjudice sur la vie humaine au Congo. Mais aujourd'hui, c'est avec un ton beaucoup plus ferme que votre ministre des Affaires étrangères a tenu à dire avec des termes clairs à Paul Kagame que si ça continue de cette manière, il n'y aura plus de soutien. Ce que nous voulons savoir, c'est que si ça continue, est-ce qu'on peut atterrir dans la rubrique des, voilà, rupture des relations diplomatiques, rupture des partenariats ou qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, c'est une très bonne question. Je dois dire que je ne connais pas la réponse. Moi, je suis déjà étonnée qu'on n'a pas vu des actions plus musclées à partir du week-end, hein, parce que déjà dimanche, moi, je voyais les gens qui disaient le M23 entre à Goma, ils ont pris Goma. C'était un peu prématuré, mais quand même. Et moi, j'aurais aimé bien voir quelque chose plus clair. Qui vient de Londres juste avant maintenant. Et je pense que le fait qu'on est toujours en train de parler de la possibilité d'une rupture d'aide, c'est un peu faible. Mais je pense que si ça continue, et
et pour moi, je suis convaincue que ça va continuer, que le M23 va continuer son approche sur Bukavu. Je pense qu'on pourrait bien voir une coupure de soutien financier à Kigali. Et ça serait une bonne chose parce qu'après, s'il y a un pays qui coupe le soutien, déjà on a vu que l'Allemagne, ils ont annoncé qu'ils ont suspendu leur discussion avec le Rwanda au niveau du soutien financier. Et je pense que les États-Unis, ils ont en tête un peu la même chose. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est un peu compliqué parce que Trump, quand il est arrivé, il a annoncé une suspension généralisée dans le monde entier de toute la finance pour le développement n'importe où dans le monde. Alors, mais c'est pas ciblé sur le Rwanda. Mais ce que je pense on attend, on espère voir avec les États-Unis, c'est qu'ils annoncent quelque chose de spécifique et permanent maintenant à la rencontre du Rwanda. Il faut dire que dans les dernières années, c'est les États-Unis qui ont été les plus clairs. Ils ont parlé d'une façon plus claire, Anthony Blinken surtout, sur le fait qu'ils étaient au courant que le Rwanda soutenait le mouvement 23, que le Rwanda avait des milliers de troupes sur le sol congolais. Ils ont dit ça d'une façon très, très claire depuis quelques années maintenant. Alors, je pense qu'on peut... Oui, il y a eu un changement de pouvoir, d'administration aux États-Unis, mais en général, ils prennent une ligne assez ferme sur le Rwanda. Une ligne assez ferme sur le Rwanda. Quand il s'agit de l'Ukraine, par exemple, en tout cas, moi, je vous comprends parfaitement. Vous exigez des sanctions au lieu des déclarations simples. Quand il s'agit de l'Ukraine, l'Angleterre prend position ferme. Mais quand il s'agit de ce qui se passe entre Palestine et Israël là-bas, votre pays également prend des décisions fermes. Mais quand c'est la RDC, pourquoi ça commence d'abord par des déclarations? Et très souvent, ces déclarations ne se suivent pas des actions concrètes. Il y a le Rwanda et l'Ouganda que vous financez. Vous menacez de rompre avec le Rwanda, mais il y a également l'Ouganda. Oui, je pense que c'est depuis des années, on s'est mis en tête que Kagame, c'est un homme fort qui gère bien son pays. Kigali est une ville très propre, que c'est moderne, qu'il parle un langage qu'on aime entendre en Occident, qu'il a une armée très efficace qui joue un rôle important pour les Occidentaux, pour calmer un peu les pays où on craint le djihadisme islamique. Et je pense qu'on a formé toute une réputation et une image autour de Paul Kagame qui veut dire que chaque fois qu'il pose un problème dans la région, on a tendance à le minimiser et à écouter ses explications et lui croire. Et ce que moi j'ai compris depuis des décennies que j'étudie les Grands Lacs, c'est qu'il ne faut jamais le croire. Parce que c'est quelqu'un qui prend ce qu'il veut et après il invente un argument pour justifier ce qu'il vient de dire. Mais moi je pense qu'il y a aussi, moi j'ai beaucoup parlé du fait qu'il y a un type de racisme, c'est-à-dire on a tendance à toujours donner une priorité ici en Europe, en Occident, à certains pays. Hein, et maintenant, on est concerné par l'Ukraine et l'Israël et Gaza. Et pour l'Afrique, ça semble très loin, surtout ce conflit dans le Congo de l'Est, c'est compliqué. Il y a toutes des différentes forces avec des différents acronymes, non? Tous les AFC, FARC, CD, FDLR, RNC. Et on sait aussi que c'est un conflit qui dure depuis des décennies. Et les gens, ils sont paresseux intellectuellement, alors ils ne veulent pas entrer dans le détail et il faut entrer dans le détail pour comprendre ce qui se passe. Alors c'est aussi le fait que c'est l'Afrique, c'est pas à côté,
c'est pas la porte à côté et on a des autres priorités. Vous avez des autres priorités, on vous comprend. Vous êtes en Europe, nous, nous sommes en Afrique, mais vous devez savoir que la plupart de vos pays hein, reçoivent des financements louches qui viennent de ces pillages, de ces massacres. L'Afrique est peut-être loin par rapport au continent européen, mais l'Afrique n'est pas loin quand il s'agit de piller les minéraux, quand il s'agit de financer, par exemple, un budget de 20 millions d'euros, un peu de manière continuelle, l'Union européenne qui finance l'armée rwandaise. Là, ce n'est pas loin. Oui, non, je suis d'accord. Et par exemple, où moi j'habite à Londres, je vois des riches africaines qui sont en train d'acheter des appartements ici et investir leurs biens mal acquis ici à Londres. Ils font la même chose à Paris, ils font la même chose en Belgique parce qu'ils aiment bien investir l'argent qu'ils ont volé chez nous. Alors, il y a aussi ce petit problème-là. Mais vous avez totalement d'accord. Et je pense aussi, si on regarde bien, souvent dans le passé, il y a toute une tradition où la France, par exemple, envoyait des responsables au Zaïre, comme on disait, au Gabon, en Côte d'Ivoire, pour faire pour demander de l'argent pour payer les élections des partis politiques en France. Et on a vu ça parce qu'il y a eu le livre de Bourgie qui a confirmé qu'il portait des valises de dollars contribués par Mobutu et d'autres personnalités africaines qui, eux, payaient pour les élections en Europe. C'est hallucinant. Malgré les images, en tout cas, qui circulent, que nous, qui sommes au Congo, nous partageons, et certains médias comme vous, par exemple, vous les relayez régulièrement sur votre Twitter, vous dénoncez, vous n'êtes pas la seule. Il y a peut-être deux ou trois autres journalistes et peut-être britanniques avec vous, mais je connais du côté de la France et même des députés européens qui en parlent, mais l'Europe ralentit quand même des sanctions, mais quand c'est Poutine, tout le monde en parle. Et pourtant, nous savons le rôle que l'Europe joue dans cette guerre depuis plusieurs années. Alors, parlons de la question des demandeurs d'asile. Le gouvernement actuel a annulé l'accord. Est-ce que l'argent qui a été versé en première partie a été remboursé ou nous en sommes actuellement? Ce qu'on sait qu'on avait, c'était un gros montant, c'était 750 millions de livres anglais, que c'est une somme énorme, surtout on est dans une crise économique ici en Angleterre, au Royaume-Uni. Et ce que j'ai compris, parce que j'ai parlé avec des gens qui travaillent pour le ministre étrangère, c'est que plus ou moins la moitié de cet argent a été payé à Kigali, mais la moitié restée ici n'était pas encore payée, alors qu'ils ont réussi à arrêter la fuite de cet argent. Alors, c'est quelque chose, mais je pense que pour beaucoup de Britanniques, c'est une honte. Ce projet était une honte, un scandale. Et le fait qu'on a dépensé une somme pareille à la fin, il y avait 4 personnes qui ont été envoyées au Rwanda. Et je pense parmi eux, il y avait au moins une personne, même deux, qui voulaient rentrer, qui étaient des originaires des Grands Lacs, qui voulaient rentrer chez eux. Alors, c'était une absurdité. Moi, j'aimerais bien voir une enquête officielle là-dessus, parce que vraiment, le fait qu'un gouvernement aurait pu dépenser ces sommes comme ça, sans l'accord du public et sans l'accord au niveau judiciaire, c'était contesté depuis le début. Et c'est un scandale public. C'est un scandale public. En tout cas, en ce qui vous concerne, vous, vous ne mâchez jamais vos mots sur la toile pour dénoncer un peu ce qui se passe en cachette entre Kagame et des conservateurs qui sont partis. Mais je ne sais pas si le peuple britannique réalise qu'avec tout
c'est si les Congolais ne peuvent pas, en tout cas, admettre ce qui s'est passé et accepter un partenariat. Parce que on a vu la plupart des politiciens ou médias occidentaux de l'Europe particulièrement condamner le fait que les Congolais aient manifesté récemment devant des ambassades, mais c'est justement l'expression de la dénonciation de la colère de cette complicité à haut niveau, parce que peut-être vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous imaginer combien d'enfants sont abandonnés dans des camps de déplacés parce que leurs parents ont été tués, combien d'enfants se font calciner à travers des bombes. Aujourd'hui, clairement, la RDC peut-être devrait rompre des relations parce qu'il n'y a pas de sanctions avec l'Europe, peut-être. Oui, moi, je n'étais pas étonnée du tout par les manifestations à l'entour des ambassades. Je pense que c'est normal. Les gens sont très, très fâchés. Je comprends aussi le sentiment congolais que l'Occident, pas seulement l'Occident aussi, c'est aussi des autres pays africains. Ils prennent toujours le côté du Rwanda dans ce conflit. Alors, je comprends parfaitement. Je pense que les jours, on va voir, c'est une semaine très importante qui arrive et je pense on va comprendre. Dans une semaine, on pourrait dire d'une façon très claire quelle est la position que la communauté internationale a décidé à prendre sur ce conflit. Moi, il faut dire que moi, je suis déjà déçue. Je trouve qu'il faut regarder l'histoire du Congo de l'Est. Dans 2012, on avait vu, quand il y avait un problème avec le mouvement 23, qui encerclait Goma déjà à l'époque, il y avait une suspension généralisée par la Banque mondiale, par les États-Unis, par l'Angleterre, par la France, par la Belgique, des aides financières au Rwanda. Et assez vite, le problème du M23, ça a disparu parce que les rebelles, ils ont été, ils ont vu qu'il y avait plus le soutien du Rwanda et ils se sont dispersés au Rwanda et en Ouganda. Alors, moi, je pense qu'il fallait faire ça il y a plusieurs mois, même plusieurs années, parce qu'on savait très bien ce qui se préparait. On voit tout maintenant sur les satellites. On ne peut pas dire que c'était un grand surprise. Moi, j'ai rencontré des diplomates qui me disaient on pense qu'il y a quelque chose vraiment, vraiment important et sérieux qui se prépare dans les collines, dans l'est du Congo. On était au courant. Alors, il fallait prendre ces mesures il y a quelques semaines, il y a quelques mois, même il y a quelques années. Voilà, on va aller vers la fin. Peut-être l'avant-dernière question. On a suivi sur des médias britanniques un jeune homme de 15 ans, ou je dirais c'est un mineur, qui, ok, qui a tué des enfants, 3 filles, et puis qui a blessé des autres. Il a été arrêté. Où en sommes-nous? Parce que nous apprenons qu'il est, où ses parents sont des Rwandais. Oui, c'est Axel Rudakubana. Effectivement, c'est un Anglais, un Britannique. Ses parents sont d'origine rwandaise. Ils se sont déplacés, ils ont commencé une vie nouvelle ici après le génocide. Oui, l'année dernière, c'est un monsieur, un jeune homme qui a pris un couteau qu'il avait acheté online. Il est allé à une classe de danse où il y avait des petits enfants, des petites filles qui étaient en train de danser. Et il a attaqué toutes ces filles. Et il a tué 3 petits enfants, petites filles. Il a essayé de tuer 7-8 autres personnes. Il a blessé plusieurs personnes. Et c'est vraiment un crime affreux. Il a reçu il va passer 52 ans minimum en tôle ici en Angleterre.
Et je pense que c'est une bonne chose. La violence était vraiment extrême. C'était un jeune homme qui était obsédé par la violence, apparemment obsédé par le génocide du Rwanda, mais aussi par des autres atrocités nazies en Grozny, Tchétchenia. Et il préparait même du poison dans son propre chambre chez lui. Mais on pense qu'il n'y avait aucun projet politique. C'était un jeune homme qui aimait bien la violence, voulait absolument tuer plusieurs personnes et qui était obsédé par les massacres qu'il voulait commettre, mais qui n'avait aucune idéologie politique. Et à cause de ça, bon, apparemment, plusieurs fois, on avait demandé à la police. On a aussi un système ici qui s'appelle Prevent, où si on soupçonne que quelqu'un représente un danger pour le public, on peut les avertir. Et Prevent avait fait des enquêtes sur ce jeune homme 3 fois. Et ils ont décidé qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'il n'avait pas agi. Et on voyait qu'il n'avait aucune idéologie. Alors, ce n'était pas un terroriste. Alors, eux, ils ont dit, ce n'est pas notre affaire. Et ici, maintenant, il y a vraiment une enquête pour comprendre comment ils ont pu prendre ces décisions parce qu'il y a 3 petits enfants qui ont perdu leur vie d'une façon vraiment atroce. Et est-ce qu'il est, en tout cas, à l'enquête, je ne sais pas où nous en sommes, où vous en êtes, parce que ça vous concerne là-bas, mais est-ce qu'il est déjà allé au Rwanda depuis qu'il est né? Est-il déjà allé au Rwanda? Ça, je ne sais pas, et je pense que c'est une question très intéressante parce qu'apparemment, il parlait d'une façon avec ses professeurs d'école, il parlait toujours du génocide au Rwanda, ça lui obsédait. Et alors, ça se pose la question si est-ce qu'il est allé au Rwanda, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il a eu des conversations là-bas, des expériences là-bas qui l'ont troublé, je ne sais pas. Évidemment, on a déclaré qu'il est autistique, qu'il autisme, mais on n'a pas dit qu'il est fou et il n'a pas essayé, ses avocats n'ont pas déclaré qu'il est fou non plus. Alors, évidemment, il avait des problèmes psychologiques, mais parce qu'on n'agit pas d'une façon comme ça si on n'a pas de problèmes psychologiques, mais il va, en principe, je pense, il va entrer dans un prison normal parce qu'on ne l'a pas qualifié d'être fou. Bon, là, c'est l'Angleterre, parce que cet acte-là, en clair, ça représente que c'est le Rwandais, pour ne pas dire tous les Rwandais. Parce que jusqu'aujourd'hui, même l'Angleterre qui appuie le Rwanda, prétextant que le Rwanda a été victime de génocide, l'Angleterre ne peut pas prouver que les régimes de Kagame n'est pas impliqué dans ce que vous appelez génocide. Alors, normalement, cette enquête devrait aller jusqu'au bout. Bon, peut-être parce que c'est un Rwandais, vous laissez passer dans une prison normale. Bon, je dois dire qu'il y a eu un gros intérêt dans ce cas ici, en Angleterre, mais pas beaucoup de monde veulent faire des enquêtes sur le côté rwandais de son histoire. Pour moi, c'est très intéressant parce que je me pose la question s'il a été traumatisé par des expériences de son famille ou personnelles, je ne sais pas. Ou même de sa communauté, si ça a eu un effet sur son psychologie. Mais ici, il faut dire que les médias ne s'intéressent pas du tout dans ce côté de cet incident. Dernière question, et vous allez également mettre dessus votre dernier mot. Le Rwanda est un pays pauvre, le Rwanda est un pays violent, un pays que je dirais avec un régime terroriste, parce qu'ils ont envahi les voisins. Les mots terroristes, c'est ce que vous-même en Europe vous utilisez. Quand il s'agit de la Russie et de l'Ukraine, je ne fais que copier parce que les exactions se ressemblent, de massacres des Congolais, les génocides des Congolais. Le Rwanda ne produit pas de coltan, mais le Rwanda exporte du coltan. En Europe, l'Union européenne refuse d'annuler l'accord avec le Rwanda en ce qui s'agit des matières précieuses qui n'existaient pas au Rwanda, mais qui existent au Congo, une manière pour l'Union européenne de soutenir l'agression rwandaise sur le sol congolais.
Aujourd'hui, l'Angleterre n'a pas encore pris des décisions importantes. L'Angleterre menace de prendre à la longue des décisions importantes. Quel message, vous qui avez vécu de temps en temps entre le Congo, l'Ouganda et le Rwanda, vous avez à adresser à votre propre gouvernement et à votre propre peuple? Bon, moi, je dirais la même chose que je dis tout le temps et je vois avec plaisir que c'est la même chose que dit le journal Financial Times et c'est la même chose qui dit l'Economist et c'est la même chose qui dit le journal The Guardian, qu'il faut couper le soutien avec le Rwanda parce que c'est la seule façon que moi je vois que le Rwanda, qu'on peut mettre la pression sur Paul Kagame. Les mots, ça ne suffit pas. Maintenant, Mhm. il comprend l'argent. Les mots ne suffisent plus. Il faut maintenant couper l'argent pour couper également l'invasion du Rwanda sur les sols congolais. C'est par là qu'on va boucler Madame Michaela Rong. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, Chancela. Excusez-moi pour mes erreurs en français. Comme vous savez, Non, mais vous êtes anglaise et vous êtes j'espère anglophone, que c'est la je me suis fait comprendre quand même. Ouais, ouais, je pense que ben après vous, je vais essayer de résumer ce que vous avez dit pour OK, la compréhension également de tous nos ouais, compatriotes. Ouais. OK. Avec plaisir, Chancela. Merci beaucoup et bonne suite de la journée à vous. Voilà, très chers compatriotes, Madame Michaela Rong, qui est journaliste et experte dans la question politique et sécuritaire de Grand Lac, a été notre invitée. Il était question de revenir sur la situation actuelle dans notre pays avec des menaces qui pèsent désormais sur Paul Kagame. Vous devez savoir qu'en dehors des menaces qui ont été faites par l'Angleterre, ce matin, il y a eu l'Union européenne qui, elle aussi, est en train de réfléchir sur la rupture de ces fameux accords qui posent problème au sein des Européens eux-mêmes. Je vais revenir sur ça avec des images au cours de nos émissions habituelles. Je vais résumer ce que Madame Michaela Rong a dit parce que je vois qu'il y a quand même des gens, peut-être à cause de l'inaudibilité du son, je pense, vous n'avez pas pu comprendre. Vous devez savoir que Madame Michaela Rong elle-même fait partie des victimes des Kagame. Si vous ne savez pas, elle s'est fait pourchasser de gauche à droite, que ce soit en Belgique, en France, en Angleterre, à cause de qui? À cause des Kagame. Pourquoi? Parce qu'il a publié ses livres ici. Je vais vous les montrer directement. Ces livres qui concernent Paul Kagame. Vous pouvez le voir vous-même, les titres Rwanda assassin sans frontières. Ce titre est suffisant pour que tu sois persécuté par Kagame. Ce titre est suffisant. Voyez, donc, faut pas croire que, comme elle a dit, elle est anglaise, elle parle anglais couramment, naturellement, parce qu'elle est anglaise, mais les Français, elle l'a appris, en fait. Donc, certains mots peuvent vous sembler comme si elle ne disait pas clairement les choses, mais en réalité, elle fait partie de ceux qui dénoncent au jour le jour. Vous pouvez aller sur Twitter, par exemple, vous tapez Michaela Rong, vous allez voir ce qu'elle dit là-bas sur Kagame et combien de fois elle soutient les Congolais par rapport à ce qui se passe. Donc, elle résume en disant qu'en ces moments, même s'il y a des menaces dans les genres d'annuler des accords ou de suspendre des financements ou des aides humanitaires, son pays, l'Angleterre, doit aller plus loin à travers des sanctions appropriées pour stopper Kagame. Parce que pour elle, c'en est assez. Ça fait plusieurs années que cette situation persiste et ça fait plusieurs années que des gouvernements conservateurs, par exemple, défendent bec et ongle Kagame sans essayer de voir au plus haut niveau ou de manière la plus approfondie ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. Bon, maintenant qu'il y a des travaillistes, c'est un peu différent, mais elle demande à ce qu'il y ait des sanctions. Et elle dit que peut-être d'ici la semaine qui va débuter, des choses pourraient bien évidemment bouger davantage au profit de la RDC et au détriment du Rwanda. Et aussi, nous ne devons pas continuer, nous qui sommes des Congolais, nous ne devons pas continuer à compter sur l'Occident. Et ils peuvent faire leur part des choses. Elle a bien expliqué les choses en disant que l'Ukraine et la Russie est proche ou sont proches de l'Europe que nous. Bon, même si quand il faut minéraux, l'Union européenne accepte de quitter la distance des milliers de kilomètres pour venir piller au Congo, nous devons nous organiser, nous devons nous battre, nous devons travailler dans la manière qui nous est fondamentale pour permettre à ce que des sanctions tombent ou pas, que nous soyons en mesure nous-mêmes d'être des acteurs et des promoteurs du bien-être du peuple congolais et du retour de la paix dans les Nord Kivu. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. On va revenir dans 1h30 à 15h45. On va revenir
pour la première partie de notre émission, s'agissant toujours de ces réactions de la part de la communauté intercriminelle que vous vous appelez communauté internationale. Restez en attente, peuple congolais, ne quittez pas et merci d'avoir suivi cette interview.